Il m'a sauvé de l'incendie, pour découvrir ensuite que c'était lui qui l'avait allumé. Je suis là, debout devant le miroir de ma salle de bain, tenant une bougie d'anniversaire que je me suis achetée. 30 ans. Putain de 30 ans, et pas même un message sur WhatsApp de la famille. L'appartement est silencieux. Dehors, Paris gronde avec ses 12 millions d'habitants, mais ici c'est comme si j'étais le dernier homme sur Terre. J'allume la bougie et la plante dans un cupcake au chocolat pris à la boulangerie du coin. Joyeux anniversaire à moi, je murmure, et ma voix résonne dans l'appartement vide. Le téléphone vibre. Pendant une seconde, ma poitrine se serre d'espoir. Peut-être maman ou papa, ou au moins Claire, ma sœur. Je regarde l'écran. C'est la banque qui propose une carte de crédit. Je supprime le message et retourne au cupcake. La bougie fond, dégoulinant de la cire rouge sur le chocolat. Ça ressemble à du sang. Ça ressemble à toute mon enfance écoulée en petites gouttes insignifiantes. Je reprends le portable et ouvre Instagram de Claire. La dernière photo date d'hier. Elle dans les bras de nos parents au restaurant japonais que papa adore. Dîner en famille parfait, dit la légende. 847 likes en 20 heures. Je fais défiler vers le bas. Plus de photos d'elle. Toujours elle. Claire à la remise des diplômes de médecine. Papa qui pleure de fierté. Claire au premier emploi à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Maman qui fait la fête. Claire achetant son appartement dans le 16e. Toute la famille qui aide au déménagement. Moi, je suis le photographe invisible. Le frère qui apparaît occasionnellement dans un coin des photos familiales, toujours à moitié coupé, toujours flou. Je souffle la bougie. Je ne fais pas de vœux. À quoi bon faire des vœux quand personne ne t'écoute depuis 30 ans? La cire est encore chaude quand je prends mon laptop et ouvre mon compte bancaire. Solde, 45 000 euros. La prime que j'ai reçue le mois dernier pour le projet du centre commercial de Cergy. 6 mois de travail insensé. Présentation devant un conseil d'administration de 15 personnes, 3 refontes du projet original. À la fin, le client était si satisfait qu'il m'a donné une bonification de 50 sur le contrat. J'avais appelé à la maison le jour où j'ai reçu la nouvelle. Papa, j'ai décroché le plus gros projet de ma carrière. Je vais gagner plus en 6 mois que ces 2 dernières années. Ah, c'est bien, fiston. Claire vient de me raconter qu'elle a été promue chef de service. Tu as vu comme elle réussit bien? J'avais raccroché sans répondre. Maintenant, regardant ces chiffres à l'écran, une idée étrange commence à se former dans ma tête. Une idée qui devrait m'effrayer, mais qui, au contraire, me calme plus que je ne me suis senti ces dernières années. J'ouvre un nouvel onglet et tape Ducati Panigale V4S Paris. Mon cœur accélère quand je vois les images. Rouge, puissante, magnifique. 32 000 euros comptant chez le concessionnaire de Levallois. Un moment, j'hésite. C'est beaucoup d'argent, c'est impulsif. C'est complètement inutile pour quelqu'un qui habite seul et travaille à domicile la plupart du temps. Mais alors je regarde le cupcake qui fond sur la table, l'appartement vide, les photos de Claire sur le portable. Et je pense, et merde. Je prends le téléphone et appelle le concessionnaire. Allô? Bonjour? Vous avez une Ducati Panigale V4 S rouge disponible pour achat comptant? La voix du vendeur de l'autre côté s'anime. Nous en avons une, monsieur. Une beauté. Vous pouvez venir la voir aujourd'hui? Je regarde l'horloge. 15h30 un jeudi. Je peux être là dans 1 heure. J'arrive. Je m'appelle Raphaël. Raphaël Dubois. Quand je raccroche, je sens quelque chose d'étrange dans la poitrine. Ce n'est pas exactement du bonheur. C'est plutôt comme un soulagement. Comme si après 30 ans à retenir ma respiration, je pouvais enfin respirer. Le concessionnaire Ducati de Levallois ressemble à un musée d'art moderne. Sol en marbre blanc, motos positionnées comme des sculptures, éclairage LED qui fait tout briller comme si c'était d'un autre monde. Je reste planté à l'entrée quelques secondes, observant. Un couple dans la quarantaine discute financement d'une Monster 821. Le vendeur sourit, avec cette patience professionnelle que seuls ceux qui vendent des produits chers développent. Une blonde d'environ 35 ans prend des selfies à côté d'une multistrada, probablement pour Instagram. Raphaël? Un homme en costume bleu marine s'approche. Je suis Marc, nous nous sommes parlé au téléphone. Je lui serre la main. Enchanté. Il me guide vers le fond du showroom, où elle se trouve. La Panigale V4S. Rouge, rutilante, absolument parfaite. Elle est plus petite que je l'imaginais, mais il y a quelque chose qui te fait sentir que tu regardes un fauve endormi. Belle bête, non? Marc tape doucement le réservoir. 1103 cylindrés, 214 chevaux. 0 à 100 en 3,2 secondes. C'est une machine de guerre. Je passe la main sur le guidon. Le cuir de la selle est doux,
Le tableau de bord numérique ressemble au cockpit d'un vaisseau spatial. À un moment, j'imagine accélérer sur le périphérique à 6 heures du matin, avec la ville encore endormie, sentant le moteur vibrer entre mes jambes. « Vous avez de l'expérience en moto ?» Marc demande, et il y a une légère inquiétude dans sa voix. Il pense probablement que je suis un quadragénaire en crise qui veut jouer au motard. « Non, » je réponds honnêtement, « jamais eu de moto. Mais j'ai décidé, je veux celle-ci. » Il cligne des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Celle-ci? La V4S ?» « Mec, c'est une moto très puissante pour débuter. Que diriez-vous de commencer par une Monster? Ou une Super Sport? Elles sont plus. » « Celle-ci, je répète. Combien comptant? 32 000 €, plus les options. Avec tout, ça fait dans les 35 000. Je sors ma carte bancaire. Vous prenez la carte? Marc me regarde comme si je venais de dire que je veux payer en pièces de chocolat. On prend. Mais vous êtes sûr? C'est beaucoup d'argent pour... J'en suis sûr. Il secoue lentement la tête, encore en train de traiter l'information. Ok. Il va falloir faire quelques papiers. Et vous allez avoir besoin du permis A. Sans ça, vous ne pouvez même pas sortir d'ici. Combien de temps pour l'avoir? Une quinzaine de jours si tout va bien. Alors, on peut laisser la moto ici 15 jours? Bien sûr. D'ailleurs, je recommande que vous preniez quelques leçons avant. Cette moto, ce n'est pas de la rigolade. J'acquiesce et le suis vers le bureau. Les 40 minutes suivantes passent dans un flou de documents, conditions de garantie, explications sur l'entretien. Je signe tout sans vraiment lire. Quand je passe finalement la carte dans le terminal et tape mon code, j'ai un vertige étrange. 35 000 €, plus de la moitié de ma prime qui vient de s'envoler. Voilà, Marc sourit, enfin détendu maintenant que l'argent est sur le compte du concessionnaire. Dans 15 jours, votre bijou est libéré. Je vais vous donner le contact de le moniteur. Je recommande au moins 10 heures avant de sortir seul. Je sors du concessionnaire dans un état bizarre. Ce n'est pas du regret, mais ce n'est pas non plus de l'euphorie. C'est comme si je venais de faire quelque chose d'irréversible, comme sauter à l'élastique. Ce moment après le saut, mais avant de sentir la chute. Sur le chemin du retour, je réfléchis à comment je vais raconter ça à quelqu'un. Ou plutôt, à qui je vais le raconter. Je n'ai pas de copine depuis 8 mois. Mes rares amis vont penser que j'ai pété un câble. Ma famille va péter un plomb. Pour la première fois depuis que j'ai quitté le concessionnaire, je souris. Un sourire un peu tordu, un peu malicieux. C'est peut-être exactement pour ça que j'ai acheté la moto. Pour les voir péter un plomb. Arrivé à la maison, je prends une photo du reçu d'achat et la poste sur mon Instagram. Ça fait des mois que je n'ai rien posté. Mon dernier post était une photo d'un projet terminé en décembre. 2 likes, une collègue de fac et mon dentiste. J'écris la légende, 30 ans, nouveau chapitre, Ducati Life nouveau départ. Je publie sans réfléchir. En 5 minutes, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Il est 23h47 et mon portable a déjà sonné 17 fois depuis que j'ai posté la photo. 17. Dans une vie normale, ce serait signe de popularité. Dans ma vie, c'est signe que j'ai fait une connerie épique. Le premier appel venait de Claire. J'ai décroché. « Raphaël, c'est quoi cette merde de Ducati? Tu as acheté une moto de 35 000 €? » Je l'ai achetée. « Tu es devenu fou? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? » Pourquoi je ne t'en ai pas parlé? Comme si j'avais besoin de l'autorisation de ma petite sœur pour dépenser mon propre argent. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. J'ai répondu. C'est mon argent, ma décision. Raph, tu ne sais même pas conduire une moto. Et si tu te tues, tu as pensé à maman? Voilà. Tu as pensé à maman. Pas, tu as pensé au risque que tu cours. Pas, je m'inquiète pour toi. Tu as pensé à maman. Comme si ma mort éventuelle n'était qu'un problème de plus qu'elle devrait résoudre. Je vais apprendre, j'ai dit, et j'ai raccroché. Ensuite, ce furent les parents. Papa a appelé à 21h30, au milieu d'un épisode de série. On entend le son de la télé en arrière-plan. « Raphaël, mon fils, qu'est-ce que c'est que cette folie de motocyclette? » « Ce n'est pas de la folie, papa. C'est une moto. »« Une moto de 35 000 €. Tu aurais pu mettre un apport sur un plus grand appartement. » Mon plus grand appartement. J'habite un 3 pièces de 70 mètres dans le 11e. J'ai réussi à l'acheter il y a 3 ans, après 6 ans à payer un loyer. Le jour de l'acte notarié, j'avais appelé à la maison, tout fier. « Papa, j'ai acheté mon appartement. »« C'est bien, fiston. »« Ah, tu savais que Claire avait été admise à l'internat de cardiologie? » « Nous sommes si fiers. »« Papa, j'ai acheté mon propre appartement. »« Oui, c'est bien. Félicitations.
Fin de conversation. Maintenant, il s'inquiète pour mon argent. L'ironie. L'appartement va très bien comme il est. Je réponds. Raphaël, sois raisonnable. Cet argent pourrait rapporter sur un livret A où tu pourrais investir. Dépenser dans du luxe inutile. Luxe inutile. Le voyage de Claire en Europe l'année dernière a coûté 8 000 €. Papa et maman ont tout payé, parce qu'elle mérite de voir le monde après avoir tant étudié. Mais ça, ce n'était pas du luxe inutile. Papa, c'est mon fric, j'ai travaillé pour ça. Personne ne remet ça en question, fiston, mais... Mais quoi? Silence de l'autre côté. Puis, rien, fais juste attention. Et il a raccroché. Maman a appelé 1 heure plus tard. Elle a pleuré, littéralement pleuré au téléphone. Raphaël, mon fils, pourquoi tu nous fais ça? Tu nous fais ça? Comme si acheter une moto était un acte d'agression contre la famille Dubois. Maman, j'ai juste acheté une moto. Une moto dangereuse. Et chère. Raphaël, tu as toujours été le fils sensé, responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Bonne question, maman. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé qu'être sensé et responsable pendant 30 ans m'a valu un anniversaire seul en mangeant un cupcake de boulangerie. Il ne s'est rien passé. J'en avais envie. Je l'ai acheté. Mais tu ne sais même pas conduire. Je vais apprendre. Et si tu te blesses? Tu as pensé à Claire? C'est elle qui devra s'occuper de toi, étant médecin de la famille. Voilà. Tu as pensé à Claire. Toujours Claire. Même quand le sujet c'est moi, ça finit toujours par tourner autour d'elle. Maman, si je me blesse, j'irai à l'hôpital. Claire n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est méchant de dire ça, Raphaël. C'est ta sœur. Et moi, je suis ton fils. Et aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Et vous avez même pas pensé à appeler. Silence. Un long silence pesant. Puis, avec la voix plus basse, « Bien sûr qu'on y a pensé. On a juste oublié d'appeler. Ça a été une semaine chargée. » Mensonge. Nous savons tous que c'est un mensonge. Comme nous savons tous qu'ils n'admettront jamais. C'est bon, maman. Bonne nuit. Maintenant, il est presque minuit et je suis là, allongé dans mon lit, regardant le plafond. La photo de la moto a déjà 47 likes. Un record personnel. La plupart sont des collègues et quelques connaissances de fac. Il y a même 3 commentaires. Putain, Raph, ça déchire. Fernanda, de la fac. Elle est de folie. Julien, du dernier projet. Attention quand même, mec. Marc, collègue d'une formation de l'année dernière. 3 commentaires de soutien. Plus que ce que ma famille m'a donné en des années. Je prends le portable et ouvre WhatsApp. J'ai 27 messages non lus. 26 sont de la famille. Claire, maman, papa, tante Sandra, cousin Jean, cousine Léa. Tous avec la même énergie. Inquiétude qui ressemble plus à de la désapprobation déguisée. Le 27e message vient de Marc, du concessionnaire. Salut Raphaël. Voici le contact du moniteur. Paul 06 45 78 sur Surex. Il est top, va bien t'apprendre. Félicitations pour l'achat. Pour la première fois de la journée, quelqu'un me félicite pour quelque chose. J'enregistre le numéro de Paul et envoie un message. Salut Paul, j'ai eu ton contact par Marc de Ducati. J'ai acheté une Panigale V4S aujourd'hui et j'ai besoin d'apprendre à conduire. Quand peut-on commencer? La réponse arrive en 2 minutes. Salut, Panigale V4S comme première moto? T'es dingue, ha ha ha. Mais on va se débrouiller. Demain 9 h au circuit de Montlhéry, ça te va? Ça me va. Tu prends combien? 50 € de l'heure. Première leçon. J'utilise toujours ma moto. Après on passe à la tienne. Marché conclu? Marché conclu. Pour la première fois depuis que je me suis réveillé ce matin, hier matin, techniquement, je ressens quelque chose qui ressemble à de l'excitation. Demain, j'aurai ma première leçon de moto. À 30 ans. Sur une Ducati de 35 000 €. Si ce n'est pas de la liberté, au moins c'est un début Paul a dans les 45 ans, les bras couverts de tatouages et une façon de parler qui te met en confiance même quand tu as la trouille. Sa moto est une Honda CB 650F. Parfaite pour débuter, selon lui. Mec, je vais être honnête, il dit en m'aidant à ajuster le casque. Acheter une Panigale V4S comme première moto, c'est comme apprendre à conduire dans une Ferrari. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus dur. Nous sommes au circuit de Montlhéry, dans une zone réservée aux cours. Le bitume est parfait, sans trou ni surprise, et même comme ça, mes jambes tremblent quand je monte sur la moto. Relax, dit Paul. Aujourd'hui, c'est juste pour que tu sentes ce que c'est. On y va doucement. Les 2 premières heures sont humiliantes. Je n'arrive pas à coordonner embrayage, accélérateur et frein. La moto cale 7 fois. À la 8e, je donne un à-coup si fort que je manque de tomber.
Normal, répète Paul à chaque fois que je m'excuse. Tout le monde passe par là. Mais ce n'est pas normal pour moi. Je n'ai pas l'habitude d'être mauvais dans les choses. Je suis architecte depuis 8 ans, j'ai toujours été bon dans ce que je fais. À l'école, j'étais un des meilleurs élèves. À la fac, j'ai eu ma mention très bien. Au boulot, je n'ai jamais rendu de projet en retard. Être complètement incompétent dans quelque chose de nouveau est une sensation étrange et inconfortable. À la 3e heure, j'arrive enfin à faire quelques tours sans caler. Je ne dépasse pas les 40 km, mais au moins, je ne suis plus un danger pour moi-même. Bien, crie Paul quand je m'arrête après 5 tours consécutifs sans incident. Maintenant, tu commences mal à piger. Quand la leçon se termine, tout mon corps me fait mal. Je ne savais pas que piloter une moto sollicitait autant de muscles différents. Combien de leçons tu penses que j'aurais besoin avant de pouvoir piloter la Panigale? Je demande en enlevant les équipements. Paul se gratte la barbe. Écoute, en étant bien réaliste, une quinzaine, 20 leçons. Et même là, je vais te conseiller de prendre une moto plus petite pendant 6 mois avant de passer à la Ducati. 20 leçons, 10 000 € rien qu'en cours. Et il me conseille quand même d'attendre 6 mois. Je rentre en Uber, frustré. Pas seulement par la difficulté de la leçon, mais par une sensation grandissante que j'ai fait une connerie énorme. 35 000 € pour une moto que je vais à peine arriver à piloter dans les mois qui viennent. Quand j'arrive à la maison, j'ai 15 messages WhatsApp de la famille. J'ouvre le premier, de Claire. Raph, j'ai parlé avec maman et papa. On s'inquiète vraiment. Et si tu rendais la moto? Au moins le temps d'apprendre correctement. Rendre la moto. Comme si c'était un achat impulsif au supermarché. Papa a envoyé un message à 14 heures. Fiston, j'ai cherché des infos sur ces motos. Les statistiques d'accidents sont très élevées. Réfléchis bien. Maman a envoyé 3 messages. Raphaël, ton cousin Jean, dit qu'il connaît quelqu'un qui est mort sur une moto comme ça. S'il te plaît, au moins vends celle-là et achète-en une plus petite. Je n'arrive pas à dormir tellement je m'inquiète. Je m'assieds sur le canapé et regarde les messages. Pour la première fois depuis que j'ai acheté la moto, un doute réel commence à grandir dans ma tête. Et s'ils avaient leur raison? Et si j'avais vraiment fait une connerie? Et si j'étais juste un mec de 30 ans en crise de la trentaine de façon pathétique? J'ouvre Instagram et regarde la photo de la moto. Elle a encore des likes qui arrivent, maintenant c'est 63. Mais quand je relis les commentaires, ils me semblent différents, moins sincères. Peut-être que ce sont juste des gens qui sont polis avec une connaissance qui a visiblement pété un câble. Je prends la carte du concessionnaire qui est sur la table et la regarde fixement. Marc m'avait dit que j'avais 7 jours pour annuler l'achat, avec seulement 10 de pénalité. 10% de 35 000, ça fait 3 500 €. Il me resterait encore plus de 30 000 de ma prime. C'est beaucoup d'argent. De l'argent que je pourrais utiliser pour 1000 choses plus sensées. Je prends le portable et manque d'appeler le concessionnaire. J'arrive à composer les premiers chiffres. Puis j'arrête. Si je rends la moto maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je retourne à ma vie d'avant, aux anniversaires oubliés, à être le fils invisible, à bosser en silence pendant que Claire brille. Mais si je continue avec elle et que je me tue dans un accident? Ou si je n'arrive jamais à la piloter correctement et qu'elle finit par prendre la poussière dans le garage? Je reste 2 heures bloqué dans cette indécision. Il est presque 19 heures quand mon portable sonne. C'est un numéro inconnu. Allô? Raphaël? C'est Marc, de Ducati. Ça va? Mon estomac se contracte. Ça va? Pourquoi? Mec, il y a une femme qui est venue au magasin en disant qu'elle est ta sœur. Elle veut parler de la moto que tu as achetée. Claire. La salope est allée au concessionnaire. Elle est là maintenant? Elle y est. Elle a dit qu'elle avait une procuration de ta part pour annuler l'achat. Mais j'ai trouvé ça bizarre et j'ai décidé de t'appeler d'abord. Procuration. Elle a apporté une fausse procuration. Marc, je n'ai donné de procuration à personne. La moto est à moi et je ne veux pas la rendre. Ok, je m'en doutais, je vais lui dire. Passe-la moi. Quelques secondes plus tard, la voix de Claire. Raph, qu'est-ce que tu fous au concessionnaire, Claire? J'essaie de t'aider. Tu traverses visiblement une période difficile et... Je n'ai pas besoin de ton aide. Je crie si fort que même moi je sursaute. De l'autre côté, le silence. Tu n'as pas le droit d'aller au concessionnaire parler à ma place, tu n'as pas le droit de prendre des décisions pour moi. Et tu n'as certainement pas le droit d'inventer une fausse procuration. Raph, calme-toi. Je ne vais pas me calmer. Je crie encore. Vous ignorez mon existence pendant 30 ans. Vous oubliez mon anniversaire. Vous ne demandez jamais comment je vais. Vous ne vous intéressez jamais à mes projets. Vous ne m'invitez jamais nulle part. Mais dès que je fais quelque chose pour moi-même, tout d'un coup,
tout le monde devient expert de ma vie? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, Claire. Passe-moi Marc. Quelques secondes plus tard. Allô, Raphaël? Marc, ma sœur n'a aucune autorisation de ma part pour quoi que ce soit. L'achat reste valable. Et si elle revient, appelle-moi avant de lui parler. Compris. Et la moto reste gardée ici jusqu'à ce que tu aies ton permis. Parfait. Merci. Je raccroche avec la main qui tremble de rage. Claire est allée au concessionnaire avec une fausse procuration. Pour annuler mon achat? Ça, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du sabotage. Je ne dors pas de la nuit de jeudi à vendredi. Je reste dans le lit, regardant le plafond, digérant ce qui s'est passé. Claire est allée trop loin. Fausse procuration, c'est un délit. Si Marc ne m'avait pas appelé, elle aurait annulé mon achat sans que je le sache. À 7 heures du matin, j'abandonne l'idée de dormir. Je fais un café serré et m'assieds sur le balcon de l'appartement. D'ici, on voit un bout de la ville qui se réveille. Gens qui vont au boulot, trafic qui commence à s'épaissir. Vie normale d'un vendredi normal. Sauf qu'aujourd'hui n'est pas un jour normal pour moi. Aujourd'hui, c'est le jour où j'arrête d'être une victime. Je prends le portable et appelle un numéro que je n'utilise plus depuis des mois. Rodrigue, mon pote de fac, qui est maintenant avocat. Salut Raph, ça fait un bail mec. Salut Rodrigue. J'ai besoin d'une consulte rapide. Tu as quelques minutes? Bien sûr, vas-y. Je lui raconte toute l'histoire. La moto, la réaction de la famille, l'allée de Claire au concessionnaire avec une fausse procuration. Rodrigue m'écoute sans m'interrompre. Mec, il dit quand j'ai fini, théoriquement, ce que ta sœur a fait, c'est du faux et usage de faux. Ça, c'est de la tôle. Je sais, je ne veux pas la poursuivre. Je veux juste qu'elle comprenne qu'elle a dépassé les bornes. Tu veux faire quoi alors? Je veux une lettre d'avocat pour elle. Un truc officiel qui dit que si elle s'immisce encore dans ma vie, il y aura des conséquences légales. Je peux faire. Je prends 100 €. Ça peut être aujourd'hui? Ça peut. Envoie-moi ces infos par WhatsApp. À 18 heures, c'est prêt. Je raccroche et envoie les données de Claire à Rodrigue. Nom complet, adresse, numéro de sécu. Tout ce qu'un frère sait sur sa sœur et qui va maintenant devenir une lettre d'intimidation légale. À 9 heures, je suis de retour au circuit pour la deuxième leçon. Paul remarque que je suis plus concentré aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a changé. Il dit après que j'ai fini 10 tours sans caler. Tu es plus agressif aujourd'hui, dans le bon sens. Je suis en rogne, je réponds honnêtement. Contre qui? Ma famille. Ils essaient de me saboter. Paul secoue la tête. Mec, la famille c'est compliqué. Mais écoute, si tu fais ça pour les embêter, c'est peut-être pas une bonne idée. La moto, ça demande la tête froide. Ce n'est pas pour les embêter, c'est pour moi. Alors c'est bon, on fait un troisième tour? La leçon d'aujourd'hui est beaucoup mieux que celle d'hier. J'arrive à atteindre 60 km/h et à prendre des virages sans panique. Paul dit que j'ai un don naturel. Il me faut juste de la confiance. Combien de leçons tu penses que j'ai vraiment besoin? Je redemande. Si tu maintiens ce rythme, une dizaine, puis encore 5 sur ta propre moto pour t'habituer à elle. 15 leçons, mieux que les 20 qu'il avait estimées hier. Quand je rentre à la maison, la lettre de Rodrigue est déjà prête. Il me l'envoie par WhatsApp. Mise en demeure à Madame Claire Dubois. Je sous-signais Maître Rodrigue Martin, avocat au barreau de Paris, agissant pour le compte de Monsieur Raphaël Dubois, vous met en demeure de cesser immédiatement toute ingérence dans les affaires personnelles et financières de mon client. Il a été porté à ma connaissance que vous vous êtes présenté le XCX 2024 auprès du concessionnaire Ducati de Levallois-Perret, en prétendant détenir une procuration de mon client pour annuler un achat qu'il avait effectué. Cette démarche constitue une tentative de faux et usage de faux, infraction réprimée par l'article 441-1 du Code pénal. En conséquence, je vous mets en demeure de vous abstenir de toute nouvelle ingérence sous peine de poursuite judiciaire. Fait à Paris, le VIX-ICCX 2024. Maître Rodrigue Martin. Je lis 2 fois. C'est parfait. Formel, intimidant, mais pas excessivement agressif. J'imprime 2 exemplaires. À 19 heures, je suis devant l'immeuble de Claire, dans le 16e. Elle habite dans un bâtiment neuf, beau, que les parents ont aidé à acheter. J'appuie sur l'interphone. Oui, c'est moi, Claire, je dois te parler. Pause. Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à te remettre. 2 minutes. Elle hésite. Monte. Son appartement est tout ce que le mien n'est pas. Décoré par une décoratrice, tableau au mur, plantes bien entretenues. Appartement de quelqu'un qui a le temps et l'argent pour penser à l'esthétique. C'est quoi cette histoire, Raph? Tu me fais peur. Je lui tends la lettre.
Lys. Elle ouvre et lit en silence. Au fur et à mesure qu'elle lit, son expression change. D'abord la confusion, puis la colère, puis quelque chose qui ressemble à de la peur. Tu m'attaques en justice? Pas encore. Mais je le ferai si tu t'immisces encore dans ma vie. Raphaël, j'essayais juste de t'aider. Mensonge! Mon cri résonne dans son appartement silencieux. Tu n'essayais pas de m'aider. Tu essayais de me contrôler. Comme vous l'avez toujours fait, Claire s'assied sur le canapé, tenant encore la lettre. Ce n'est pas comme ça, Raph. C'est exactement comme ça, Claire. Vous oubliez que j'existe jusqu'à ce que je fasse quelque chose que vous n'approuvez pas. Là, tout d'un coup, tout le monde devient expert de ma vie. On s'inquiète pour toi. Vous vous inquiétez? C'était quand la dernière fois que tu m'as appelé pour savoir comment j'allais? Quand c'était la dernière fois que tu as demandé pour mon travail? Pour ma vie? Elle reste silencieuse, regardant ses mains. Je vais te dire quand c'était. Je continue. Jamais. Vous ne demandez jamais. Mais vous connaissez par cœur tous les détails de ton internat, de tes gardes, de tes relations. Parce qu'avec moi, vous partez du principe que tout va bien. Raphaël est censé, responsable, ne pose jamais de problème. Tu n'as jamais posé de problème vraiment. Et c'est ça le problème. J'aurais dû poser beaucoup de problèmes. J'aurais dû crier, me battre, exiger de l'attention. Mais j'étais le frère sage, qui ne dérange pas, qui n'a besoin de rien. Claire se lève et va vers la fenêtre. Raph, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu n'as jamais demandé. Mais fausse procuration? Sérieusement, tu crois que j'aurais fait ça? Je sors mon portable et lui montre l'écran. Marc m'a appelé hier. Tu étais là, avec une procuration, voulant annuler mon achat. Elle regarde le portable, puis moi. Je n'ai apporté aucune procuration. J'ai juste dit que j'étais ta sœur et que la famille s'inquiétait. Marc a dit que tu avais parlé de procuration. J'ai demandé s'il fallait une procuration pour discuter de la situation. Je n'ai pas dit que j'en avais une. Je m'arrête. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que Marc a mal compris? Même comme ça, je dis, mais avec moins de conviction. Tu n'avais pas le droit d'aller là-bas. Tu as raison, je n'avais pas le droit. Elle retourne au canapé. Raph, je ne savais vraiment pas que tu te sentais invisible dans la famille. Comment tu pouvais ne pas savoir? Vous oubliez mon anniversaire tous les ans. On n'oublie pas. Vous oubliez, Claire, chaque putain d'année. Et quand je vous le rappelle, l'excuse c'est toujours la même. C'était chargé, on a oublié d'appeler, mais évidemment qu'on y a pensé. Elle reste silencieuse un long moment. Puis, c'est vrai, on oublie vraiment. C'est la première fois que quelqu'un de la famille admet ça. Et tu sais pourquoi vous oubliez? Je demande. Parce que je ne suis pas une priorité. Je n'en ai jamais été une. Vous savez que je serai toujours là, toujours disponible, toujours compréhensif. Donc vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Raph. La moto, ce n'est pas de la rébellion, Claire. C'est que j'ai enfin fait quelque chose pour moi. Quelque chose que je veux, qui me fait du bien, qui n'appartient qu'à moi. Et vous n'arrivez pas à accepter ça. Elle plie la lettre et la pose sur la table. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu dises à nos parents que je ne suis plus le frère invisible, que s'ils veulent faire partie de ma vie, ils vont devoir faire des efforts. Et je veux que tu arrêtes d'essayer de me sauver de moi-même. Et si je n'y arrive pas, alors on va devoir discuter par avocats interposés. Claire me regarde longtemps. Puis, pour la première fois dont je me souvienne, elle a l'air sincèrement désolée. Raph, je suis désolé. Je ne me rendais vraiment pas compte. Il ne s'agit pas de se rendre compte, Claire. Il s'agit de s'en foutre assez pour faire attention. Je reprends la lettre. Je garde ça. Si tu te comportes comme une vraie sœur, je n'aurai pas besoin de m'en servir. Elle acquiesce. Quand je sors de son appartement, je sens quelque chose de différent dans la poitrine. Ce n'est pas exactement du soulagement. C'est plutôt comme du pouvoir. Comme si après 30 ans, à me faire bousculer, j'avais enfin bousculé en retour. Le WhatsApp familial reste silencieux tout le reste du vendredi et tout le samedi. C'est un silence étrange, différent du désintérêt habituel. C'est le silence de ceux qui ne savent pas comment réagir. Samedi matin, 3e leçon de moto. Paul m'apprend à prendre des virages plus serrés et à utiliser le frein avant correctement. J'arrive à atteindre 80 km/h en ligne droite et je ne ressens plus cette panique initiale. « Mec, tu progresses vite », il dit pendant la pause. « Encore quelques leçons et tu peux essayer ta moto. »« Sérieux ? » ?»« Sérieux. Tu as une bonne coordination et tu perds la peur. Il faut juste gagner en confiance. » Confiance. Un mot qui n'était pas dans mon vocabulaire il y a une semaine. Samedi après-midi, je vais au magasin acheter des équipements. Blouson en cuir, gants, bottes spéciales moto.
Je dépense encore 800 €, mais c'est un investissement en sécurité. Et aussi, j'avoue, en attitude. Quand je rentre à la maison avec les sacs, j'ai un message de Claire sur WhatsApp. Raph, j'ai parlé avec maman et papa. Ils veulent te voir. Dimanche, déjeuner à la maison. S'il te plaît? C'est la première fois qu'elle utilise s'il te plaît avec moi dans un message. Je réponds OK, à quelle heure? 12h30, comme d'habitude. Comme d'habitude. Déjeuner du dimanche chez les parents. Rituel sacré de la famille Dubois. Sauf que ces 2 dernières années, j'y allais rarement. J'avais toujours du travail, un projet urgent, n'importe quelle excuse pour ne pas passer 3 heures à écouter parler de la vie merveilleuse de Claire. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai quelque chose à dire. Dimanche matin, je me lève tôt et vais courir au bois de Vincennes. Ça fait des mois que je ne cours plus, mais j'ai besoin d'évacuer l'anxiété. En courant, je répète mentalement ce que je vais dire. Je ne veux pas crier comme j'ai crié avec Claire. Je veux être ferme, mais contrôlé. À 12h20, je suis devant la porte de la maison de mes parents à Vincennes. Maison ancienne, 4 pièces, qu'ils ont achetée quand j'avais 5 ans. Claire y habitait encore pendant ses études de médecine. Moi, j'en suis parti à 22 ans pour vivre seul, parce que je voulais de l'indépendance. En réalité, je suis parti parce que j'étais invisible même en habitant là. Je sonne. Papa ouvre la porte. Raphaël, mon fils. Il m'embrasse, chose qu'il ne faisait plus depuis des mois. Entre, entre. La maison sent la blanquette, le plat préféré de Claire. Sur la table du salon, je vois les photos habituelles. Claire à la remise des diplômes, Claire au premier boulot, Claire dans un voyage. Il y a aussi une photo de moi, mais elle date de 3 ans, du jour où j'ai acheté l'appartement. Une seule photo? Maman sort de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. « Salut mon chéri !» Elle m'embrasse sur la joue. « Comment tu vas ?»« Je vais bien », je réponds. « Et la moto ?» demande papa, et il y a une tentative sincère d'intérêt dans sa voix. J'apprends à conduire. Encore quelques leçons, et je peux aller la chercher au concessionnaire. « Tu ne trouves pas ça trop dangereux ?» demande maman, mais sans le ton hystérique d'avant. Je pense que tout dans la vie est risqué, maman. Conduire une voiture aussi, c'est dangereux. Claire arrive quelques minutes plus tard. Elle me fait la bise, formellement. « Salut Raph. »« Salut. » On déjeune dans un silence relatif. La blanquette est bonne, comme toujours. Maman demande pour mon travail, chose qu'elle ne faisait plus depuis des années. « Comment vont tes projets ?»« Bien. J'ai terminé un centre commercial à Cergy le mois dernier. C'est grâce à la prime de ce projet que j'ai pu acheter la moto. »« Une prime ?» demande papa. « Oui, le client était tellement satisfait du résultat qu'il m'a donné 50 de plus que le montant du contrat. » Papa hausse les sourcils. « Sérieusement? Combien c'était ?»« 30 000 € de plus que prévu. »« Putain, » il dit, sincèrement impressionné. « C'est énorme, Raphaël. » C'est la première fois que j'entends de l'admiration dans sa voix quand il parle de mon travail. C'était un gros projet, j'explique. 6 mois de travail, équipe de 12 personnes, le centre commercial à 180 boutiques. « Tu ne nous avais jamais raconté les détails, » dit maman. « Vous n'avez jamais demandé, » je réponds sans agressivité, juste en constatant un fait. Silence à table. « C'est vrai, » admet papa. « On ne demande pas vraiment. » Claire joue avec sa nourriture sans manger. « Raph, j'ai raconté notre conversation aux parents. »« Et on veut s'excuser, » dit maman. « Claire nous a fait réaliser qu'on ne fait peut-être pas assez attention à toi. » Peut-être. Toujours le peut-être pour ne pas admettre complètement. Ce n'est pas peut-être, maman. Vous ne faites pas attention à moi depuis des années. Et j'ai laissé faire ça parce que j'ai toujours été le fils qui ne pose pas de problème. Fiston, tu as toujours été plus réservé. Commence papa. Non, papa, je ne suis pas réservé. J'ai renoncé à me battre pour votre attention, parce que c'était évident que je n'allais jamais gagner. Ce n'est pas vrai, dit Claire, mais sans conviction. Claire, vous oubliez mon anniversaire chaque année. Chaque année. C'était quand la dernière fois que vous m'avez appelé juste pour savoir comment j'allais? Personne ne répond. C'était quand la dernière fois que vous m'avez invité quelque part? C'était quand la dernière fois que vous avez parlé de moi avec fierté à quelqu'un? Plus de silence. Ça fait 8 ans que je travaille comme architecte. J'ai fait plus de 50 projets. J'ai acheté mon propre appartement. Je n'ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais posé de problème. Et malgré ça, je suis invisible dans cette famille. Raph, tu exagères. Et c'est maman. Je suis honnête, maman. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous m'aimez. C'est que vous ne me voyez pas. Je suis juste le fils qui est toujours là, toujours disponible, toujours compréhensif.
Donc vous n'avez jamais besoin de faire d'efforts. Papa pose sa fourchette. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Raphaël? Je veux que vous me traitiez comme un fils, pas comme un meuble. Je veux que vous vous intéressiez vraiment à ma vie, pas seulement quand je fais quelque chose que vous désapprouvez. Et si on promet ça? Demande Claire. Les promesses, c'est facile. Je veux voir des changements. Quel genre de changement? Je respire profondément. Je veux que vous m'invitiez aux choses. Je veux que vous demandiez pour mon travail. Je veux que vous vous souveniez de mon anniversaire sans que je vous le rappelle. Je veux que vous arrêtiez de partir du principe que je vais toujours bien juste parce que je ne me plains pas. D'accord, dit papa. On peut essayer. Je ne veux pas que vous essayiez. Je veux que vous le fassiez. Et si on n'y arrive pas? Demande maman. Alors on va devoir repenser comment cette famille fonctionne. Le déjeuner se termine sans dessert. On se fait la bise pour se dire au revoir. Mais l'ambiance est bizarre. Ce n'est pas hostile, mais ce n'est pas confortable non plus. C'est l'ambiance d'une famille qui vient d'avoir une conversation honnête et qui ne sait pas encore comment traiter ça. Quand je sors de la maison, Claire m'accompagne jusqu'à la voiture. « Raph, tu as dit des choses très dures là-dedans. J'ai dit des vérités qu'il fallait dire. Tu crois qu'ils vont réussir à changer ?» Je la regarde. « Je ne sais pas, Claire. Vous avez 30 ans d'habitudes à casser. Mais je ne vais plus accepter d'être traité comme un fils de seconde zone. Et s'ils ne changent pas, alors je vais me construire ma propre famille, avec des gens qui s'intéressent vraiment à moi. » Elle reste silencieuse un moment. Puis, « Moi, je m'intéresse à toi, Raph. » « J'espère, Claire, parce que si tu ne t'intéresses pas, je vais devoir repenser notre relation aussi. » Je monte en voiture et pars. Dans le rétroviseur, je vois Claire plantée sur le trottoir, qui me regarde partir. Mardi, 8 heures du matin. 8e leçon de moto. Paul dit qu'aujourd'hui, je vais faire connaissance avec ma Ducati. Mec, je pense que tu es prêt. Pas pour sortir seul dans la rue encore, mais pour sentir ce que c'est que ta moto. On arrive au concessionnaire à 9 heures. Marc nous accueille avec un sourire. « Salut Raphaël, comment vont les leçons ?»« Très bien. Paul pense que je peux tester ma moto aujourd'hui. Génial, elle est là-bas, magnifique. Tu veux la revoir ?» La Panigale est exactement comme dans mes souvenirs. Rouge, agressive, parfaite. Mais maintenant, après 8 leçons, elle ne m'intimide plus autant. Elle semble plus accessible. « On va l'emmener au circuit, » dit Paul. Marc va venir avec nous en camionnette, au cas où il faudrait ramener la moto. Au circuit, Paul m'aide à ajuster les suspensions et les rétroviseurs de la Ducati. « Rappelle-toi, elle a beaucoup plus de puissance que ma moto. Vas-y doucement sur l'accélérateur. » Je monte sur la Ducati pour la première fois. La position est plus agressive que la Honda de Paul. Le guidon plus bas, les pieds plus en arrière. C'est comme la différence entre s'asseoir sur une chaise et s'asseoir dans un vaisseau spatial. Je démarre la moto. Le son est complètement différent. Ce n'est pas le ronronnement doux de la Honda. C'est un rugissement grave, profond, qui semble venir des entrailles de la terre. « Putain !» je murmure, et Paul rit. Maintenant, tu comprends pourquoi cette moto elle est spéciale. Les premiers tours sont prudents. Je ne dépasse pas 60 km/h, mais on sent déjà la différence brutale de puissance. Quand j'accélère, même légèrement, la moto répond instantanément. C'est comme avoir un dragon apprivoisé entre les jambes. Au 5e tour, je prends courage et accélère plus. 80 km/h. La Ducati ne force même pas. On dirait qu'elle ne fait que jouer. Au 10e tour, 100 km/h dans une ligne droite. Le vent tape fort sur le casque, le cœur s'accélère, mais ce n'est pas de la peur. C'est de l'adrénaline pure. Quand je m'arrête après 15 tours, je transpire et je souris en même temps. « Alors ?» demande Paul. « Putain, c'est tout ce que j'arrive à dire. Maintenant tu comprends pourquoi ça vaut le coup, » dit Marc en riant. On roule de retour vers le concessionnaire. Moi doucement, Paul derrière moi sur sa Honda. Dans le trafic parisien, la Ducati attire l'attention. Les gens s'arrêtent pour regarder au feu. Un mec dans une BMW baisse sa vitre et crie « Belle moto, mec !» Pour la première fois en 30 ans, je sens qu'on me voit. De retour au concessionnaire, Paul me félicite. « Mec, tu as vraiment le coup. Encore quelques leçons et tu peux rouler seul. » « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. Tu contrôles déjà la moto. Maintenant, c'est juste gagner de l'expérience dans le trafic. Je paye Paul et on programme les prochaines leçons. Marc reste pour me parler. « Raphaël, je peux te dire un truc ? » ?»« Vas-y. » »« Mec, en 10 ans de vente de moto, j'ai jamais vu quelqu'un acheter une Panigale comme première moto et que ça marche si bien. La plupart abandonnent ou se blessent. Pourquoi moi ça marche ?
Parce que tu ne l'as pas acheté par impulsion. Tu l'as acheté par nécessité. Il y a une différence. Nécessité. Mot intéressant. Quel genre de nécessité? Le besoin de prouver quelque chose. À toi-même ou aux autres, je sais pas. Mais celui qui achète une moto par besoin émotionnel apprend plus vite. Je sors du concessionnaire en pensant à ce que Marc a dit. Est-ce que c'était vraiment ça? Besoin émotionnel? Je rentre à la maison à 14 heures et le gardien me remet un colis. C'est une petite boîte, sans expéditeur identifié. J'ouvre dans l'ascenseur. À l'intérieur, un petit pendentif en or en forme de boussole, avec un mot. Raph, pour que tu trouves toujours ton chemin. Avec amour, Claire. C'est la première fois que Claire me fait un cadeau hors anniversaire ou Noël. Et c'est la première fois qu'elle montre qu'elle a fait attention à quelque chose que j'ai dit. J'avais parlé de trouver mon chemin dans la conversation de dimanche. Je monte à l'appartement et mets le pendentif sur une chaîne que j'ai depuis des années, mais que je ne porte jamais. Je me regarde dans le miroir avec au cou. À 18 heures, mon portable sonne. C'est maman. Salut Raphaël, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ma journée? Question simple qu'elle ne posait plus depuis des mois. Elle s'est bien passée, maman. J'ai roulé sur ma moto pour la première fois. Et comment c'était? Incroyable. C'est une sensation que je ne sais pas expliquer. Tu as fait attention? J'ai fait attention. J'étais avec le moniteur tout le temps. Tant mieux. Fiston, je réfléchissais. Et si tu venais dîner demain soir, juste nous deux, ton père va finir tard au bureau et Claire est de garde. Juste nous deux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dîné seul avec maman. D'accord. À quelle heure? 19h30? C'est bon. Quand je raccroche, je regarde le téléphone. 2 premières aujourd'hui, cadeau de Claire et invitation de maman. Peut-être qu'ils ont vraiment compris. Mercredi, 19h30. Je suis chez mes parents. Maman a fait un steak aux échalotes, mon plat préféré de l'enfance. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas fait ça, dit-elle en servant les assiettes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné tous les deux. C'est vrai. On dîne en parlant de choses banales, météo, trafic, travail, mais il y a quelque chose de différent dans le ton. Maman fait vraiment attention à ce que je dis. Fiston, elle dit au dessert, je veux te demander pardon. Pourquoi? De ne pas avoir été une meilleure mère pour toi? Maman? Non, laisse-moi parler. Elle prend ma main. Claire m'a fait réaliser beaucoup de choses dimanche. Surtout que j'ai toujours pensé que tu n'avais pas besoin d'attention parce que tu n'en demandais jamais. Je ne savais pas comment demander. J'aurais dû m'en rendre compte. Les mères sont là pour s'en rendre compte. On reste quelques minutes en silence. Maman, je n'ai pas besoin que vous changiez du jour au lendemain. J'ai juste besoin que vous fassiez des efforts. On va faire des efforts, je promets. Et papa? Ton père aussi. Il a été très touché par la conversation de dimanche. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que tu te sentais invisible. Et maintenant il y pense? Maintenant il veut rattraper le temps perdu. Quand je pars de chez elle à 22 heures, maman me serre fort dans ses bras sur le pas de la porte. Je t'aime, Raphaël. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas bien le montrer. Moi aussi je t'aime, maman. Sur le chemin du retour, je m'arrête au feu de l'avenue de la République et regarde le mouvement nocturne de la ville. Cadres qui sortent du boulot, gens qui rentrent de dîner, vie nocturne qui commence. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de faire partie de tout ça. 1 an plus tard. Je suis dans le garage de l'immeuble, mettant mon casque, me préparant à aller au travail. La Ducati ne m'intimide plus. Elle est devenue une extension de mon corps. Je connais chaque vibration du moteur, chaque réponse de l'accélérateur. Mon portable vibre. Message dans le groupe familial. Déjeuner dimanche pour fêter 1 an de la Ducati de Raph. Je souris. Groupe familial qui n'existait pas il y a 1 an. Maintenant, on a un groupe WhatsApp où on discute vraiment. Photos, blagues, projets, vie partagée. Hier, papa m'a appelé juste pour dire qu'il avait vu une Ducati pareille à la mienne dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, fiston. Maman envoie un message tous les mardis pour demander comment s'est passée la semaine. Claire m'invite aux événements de l'hôpital. Elle veut que je rencontre ses collègues. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des moments où ils oublient, où ils retombent dans les vieilles habitudes. Mais maintenant, quand ça arrive, ils s'en rendent compte seuls et se reprennent. Et moi, j'ai appris à ne plus dépendre de leur attention pour me sentir valable. Je démarre la moto et sors de l'immeuble. Dans la rue, j'accélère doucement. Le moteur répond avec ce rugissement familier qui est maintenant la bande sonore de ma vie. Au feu de République, un motard sur une Honda me fait un signe. Je lui rends son salut. On est frères d'asphalte maintenant. J'arrive au bureau où je travaille 3 fois par semaine. Le reste, c'est télétravail.
Je gare la Ducati sur la place réservée que j'ai obtenue après être devenu associé minoritaire de l'entreprise. Associé minoritaire à 31 ans. Truc qui s'est passé parce que j'ai enfin commencé à parler de mes projets, à montrer mon travail, à exiger de la reconnaissance. À la réception, Fernande, la secrétaire, sourit en me voyant. « Salut Raph, comment va la machine ?»« Toujours parfaite », je réponds. Je monte au bureau en pensant à ce que Marc avait dit il y a 1 an. J'avais acheté la moto par nécessité émotionnelle. Il avait raison. Mais ce n'était pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était le besoin de me retrouver. La Ducati n'a pas changé ma famille. Elle n'a pas changé ma vie professionnelle. Elle n'a pas changé le monde autour de moi. Elle m'a changé moi. Elle m'a appris que je peux prendre de la place. Que je peux faire du bruit. Que je peux exiger attention et respect. Elle m'a appris qu'après 30 ans d'invisibilité, j'avais le droit d'être vu. Et plus important, elle m'a appris que je n'ai besoin de la permission de personne pour être qui je veux être. Ce soir, je dîne avec une femme que j'ai rencontrée il y a 2 mois, lors d'un rassemblement de motards. Elle pilote une Kawasaki Ninja et a un sourire qui me donne envie d'accélérer plus fort. Dimanche, je déjeune avec ma famille, qui me voit vraiment maintenant. Et lundi, je me réveillerai en sachant que je suis maître de ma propre vie.